On parle de 7 raisons, la raison qui gâche le plus de rendez-vous entre la personne qui cherche à mener sa reconquête amoureuse et son ex. De quoi s'agit-il? Eh bien, comme d'habitude, vous découvrez tout ça juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmercy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Aujourd'hui, on s'attaque à une situation qui est à la fois classique, qui fait partie même des nécessités absolues pour mener sa reconquête amoureuse, mais qui est aussi quelque chose qui crée pas mal de stress et qui parfois nous envoie droit dans le mur, à savoir le rendez-vous avec son ex. Passage obligé de la reconquête amoureuse, on le sait, l'amour se construit sur le terrain. On a aussi cette tendance à aborder un stress tout particulier au moment de revoir la personne que l'on aime. Aujourd'hui, ensemble donc, j'aimerais qu'on analyse finalement, à bien y réfléchir, la plus grande raison qui nous pousse à nous saboter et qui finalement gâche ce rendez-vous et, a-t-on l'impression, gâche nos chances de mener notre reconquête amoureuse. Alors évidemment, on le sait tous déjà, obtenir un rendez-vous, c'est pas très simple, parce que on a face à nous quelqu'un qui a mis fin à la relation, on a quelqu'un qui s'est engoncé dans son pacte, mais alors faire en sorte que tout se passe bien et que la personne face à nous passe un bon moment et accepte d'enchaîner finalement ces moments de rencontre, on comprend que l'objectif paraît non pas irréalisable, mais relativement difficile. Et la difficulté de cet objectif va créer donc notre problème du jour, qui est le stress de la performance. Parce que oui, avant un rendez-vous, on est dans un état peut-être pas lamentable, mais un état de questionnement et un état de peur qui va créer des blocages, qui va nous empêcher justement d'aller au bout de la démarche et de le faire le plus naturellement et le plus simple possible. À travers les 3 parties du jour, on essaye de démystifier cette situation et de commencer à mettre en relief des solutions pour éviter, comme je vous le disais, de gâcher ce moment aussi particulier. La première de nos parties, c'est un focus sur une préparation, on peut même l'appeler une préparation mentale, qui ressemble clairement à de la rumination. L'état d'esprit quand on obtient le rendez-vous, je pense que dans les premières minutes, quand la réponse est positive, c'est une véritable excitation. On se dit que ça y est, on va enfin pouvoir passer sur le terrain, enfin ou de nouveau évidemment, tout dépend de votre situation. En tout cas, on a face à nous une opportunité. Et dans la vie de l'être humain, l'opportunité est souvent considérée comme un test de notre valeur, un test de nos aptitudes. Et cela crée donc un stress lié à la performance. On est dans cette idée que oui, pendant ce rendez-vous, je vais avoir une sorte de fenêtre de tir où je vais devoir être bon dans ce que je fais, dans ce que je partage avec la personne que j'ai face à moi. Et il va falloir à tout prix éviter les erreurs. De là va découler une forme de visualisation qui est absolument normale. Devant ou derrière tout projet, toute réalisation, on a ce début d'image qui commence à venir s'implanter dans notre cerveau, un espèce de rêve éveillé où on se voit donc en situation. Et là, il y a 2 scénarios possibles et je pense que les 2 sont visualisés de manière relativement consciente. Soit on s'imagine que le rendez-vous va être exceptionnel, qu'on va pouvoir enfin dire les choses qui vont toucher l'autre, qu'il va y avoir une forme de déclic. Soit on s'imagine au contraire faire une erreur, recevoir dans la figure des tacles avec des crampons vissés et où on nous vise les gencives et les yeux et ne pas nécessairement savoir quoi répondre et tomber dans ce qui serait une dispute, un conflit, ce genre de choses. Du coup, lors de la réalisation, on va se retrouver dans une forme de blocage avec une absence de spontanéité et le plus grand risque des rendez-vous qui est la verbalisation. Dans ce type de situation, avant donc la réalisation de ce type de moments qu'on voit clés, on se pose 40 000 questions avec
cette volonté absolue de faire bonne impression, hein. On se focalise sur le résultat, pas sur le déroulé, et tout ça au détriment complet de notre naturel. C'est exactement le même stress qu'on retrouve lorsqu'on va en compétition ou lorsqu'on passe un examen, hein. Avant de rentrer dans la salle, les gouttes de sueur en se disant oh mon Dieu, et puis quand on voit le sujet qui arrive, on se dit ah c'est le seul truc que j'ai pas révisé, on a l'impression d'avoir un blanc, etc., parce qu'on est déjà en train d'avoir peur du potentiel résultat. Au final, on est en train d'accorder une importance incroyable à un instant qui devrait être un instant simple, qui devrait être un instant complètement naturel pour les deux personnes, puisqu'après tout, on se connaît. En tout cas, cette idée, elle nous permet de passer à la deuxième partie de notre réflexion, qui est finalement l'instauration d'un cadre qui va découler de nos peurs. Vous savez, j'imagine bien que je prône pour les rendez-vous avec son ex quelque chose qui soit fait d'action, qui soit fait de dynamisme, qui soit fait de simplicité et qui s'éloigne des cadres traditionnels du dire rendez-vous, hein, qui sont plutôt liés à la séduction. Quand on rencontre quelqu'un et qu'on veut apprendre à le connaître, on part plutôt sur quelque chose qui ressemble à un restaurant, à un bar, à une soirée potentiellement avec des amis, enfin voilà, ce genre de choses où on va avoir cette grande opportunité de se poser l'un face à l'autre, de se poser des questions qui vont nous permettre de nous découvrir, qui vont nous permettre d'en apprendre plus, qui vont nous permettre de dessiner un petit peu une image de la personne que j'ai face à moi et de passer, peut-être pas passer outre, mais aller un petit peu plus loin que les premières impressions, notamment l'impression physique que j'ai de la personne. Je veux découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Là, on parle d'une rupture amoureuse, on parle de quelqu'un qu'on connaît déjà, on parle de quelqu'un dont on connaît pas mal de choses, pas mal de secrets, la conception, la création, tout ce qu'il y a finalement dans sa tête, dans son cœur, ce sont des choses que l'on connaît. Mais tout à coup, dans ce type de situation, il y a une forme de peur qui apparaît. La rupture amoureuse est un concept qui est excessivement, en termes humains, j'ai envie de dire, en termes relationnels, excessivement particulier. Cela fait de notre ex quelqu'un de particulier. Et ça nous pousse dans cette espèce de peur où on n'ose absolument plus la traiter soit comme la personne qu'elle était avant, alors évidemment sans l'espace physique et les petits mots doux, etc. Mais dans le cadre d'une relation amoureuse, on ne se pose pas la question du respect, on ne se pose pas la question de la manière dont on s'exprime, on ne se pose pas la question de la manière dont on agit. Et quand on fait un rendez-vous avec son compagnon ou sa compagne, on y va pour le fun, pour le rendez-vous en lui-même, pour le partage, plus que juste en se basant sur le profil de la personne qu'on a face à nous. Et ça, on va souvent le laisser de côté au profit donc de quelque chose qui va être excessivement immobile et qui finalement va réaliser les peurs qui étaient présentes, parce que oui, quand on se retrouve assis l'un face à l'autre, il y a 9 chances sur 10 de passer à table, il y a 9 chances sur 10 qu'une question ou une phrase vous déstabilise, une information ou un message que la personne reçoit ou une photo que vous voyez, bref, quelque chose qui n'aurait pas eu lieu dans un cadre où on aurait été dynamique, qui va complètement nous déstabiliser et qui va nous pousser à cette fameuse verbalisation. Le souci, c'est que ces verbalisations, et ça je l'ai vu un nombre incalculable de fois où les gens avaient prévu de faire des activités et où finalement ça ne s'est pas fait, ou alors où on va me dire que mon ex, tu sais, moi, elle accepte que des rendez-vous du type il ou elle, que des rendez-vous du type restaurant-bar justement, parce que il ou elle se sent en sécurité, parce que trouve ça bizarre de faire des activités avec moi. Certes, ok. Et puis, 9 fois sur 10, on se retrouve dans une forme de verbalisation de nos sentiments. Et puis, il y a un contrôle qui est excessivement difficile dans ce genre justement d'échange, c'est le contrôle non verbal. Je vous parlais tout à l'heure du stress de la compétition. C'est quelque chose dont je fais l'expérience quand personnellement je vais sur un terrain de badminton, que je me tape 400 bornes, que j'arrive dans un gymnase où il y a 200 personnes. Et puis, plus tu vas loin dans la compétition, plus il y a de joueurs éliminés, plus ils se retrouvent sur les bancs à te regarder jouer. Donc, quand tu joues une finale, autour de toi, il y a pas mal d'yeux qui sont braqués. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que l'expulsion du stress va pouvoir se faire à travers une réalisation physique. Personnellement, quand je joue, alors oui, les premiers points, peut-être même le premier set du premier match de la compétition, ça tremblote un petit peu. Et puis au fur et à mesure, on se focalise sur sa respiration, on se focalise sur le jeu du mec d'en face, sur le nôtre, sur la balle, etc., 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 jusqu'à un moment où on trouve un espèce de flow et où les choses
deviennent peut-être pas naturelles, parce que oui, jouer une finale, ça fait quand même, voilà, ça fait un petit peu peur, etc. Mais où on s'aperçoit que, en tout cas personnellement, moi, je joue mieux en demi et en finale que le tout premier match des tournois. Il faut que j'ai un peu de chance au tirage. Dans le meilleur des cas, je joue le type le moins fort en premier et ça ne me dérange pas après de jouer le plus fort de la compète dans les tours à élimination directe, parce que là, je sais que je suis beaucoup plus relâché. Là, avec ces idées d'immobilisme, ce relâchement, on ne peut pas l'atteindre. On va être face à quelqu'un, on va se retrouver dans une situation où on a l'impression d'être testé, où on a l'impression que chacun des mots que l'on dit peut avoir des répercussions. Et puis en plus, on a aussi ce fantasme dans notre tête, même si on ne veut pas se l'avouer, même si on sait que ce n'est pas la voie de la reconquête amoureuse, où on se dit que peut-être que si je lui fais vraiment comprendre à quel point je l'aime, à quel point j'ai changé, à quel point j'ai évolué, ce déclic il va apparaître, il ou elle va enfin comprendre et ça va véritablement changer les choses. Non, voilà, non, j'ai vu un nombre incalculable de rendez-vous qui finissent par une verbalisation et où, sans forcément complètement écraser toute possibilité de mener sa reconquête amoureuse, mais où la personne face à nous, même parfois très gentiment, va nous réaffirmer le fait que non, cette relation n'a pas fonctionné, que non, c'est pas la peine d'essayer. Et le problème, c'est même pas ce qui se passe à l'instant T, c'est ce que j'appelle l'effet expérience. L'effet expérience, c'est cette idée que je fais quelque chose et c'est une fois que je rentre chez moi et que je suis posé sur mon canapé que je peux en analyser la portée et les conséquences. Un rendez-vous, il y a eu de la verbalisation, la personne qui rentre chez elle, votre ex, dont c'est cette personne-là dont je parle, et qui va s'asseoir dans son canapé et qui va y réfléchir, va sans doute se dire que non pas que ce rendez-vous ait été inutile, mais que finalement vous en êtes sans doute au même point, que finalement le focus il est toujours sur la blessure et la volonté de rédemption aux yeux de votre ex, et que se revoir et continuer à communiquer sans évaluer cela à un manque de pertinence totale, ça représente en tout cas peut-être un danger. Et nous, c'est exactement ce qu'on veut annihiler. Et le plus étonnant, c'est que finalement, ça vient de cette peur-là. C'est créé par cette idée-là que si je ne performe pas, mon ex va me juger. Du coup, pendant ce rendez-vous un petit peu en manque de mouvement, eh bien, je vais laisser passer ce genre de choses. Et effectivement, derrière, cet effet expérience va encore une fois pas limiter mes chances mais sans doute me faire un petit peu perdre du temps. En tout cas, la troisième idée que je voulais partager avec vous, c'est que finalement, avant d'aller dans ce genre de rendez-vous, on veut vraiment s'accorder sur le fait que ce dernier n'est pas décisif. C'est pas parce que on fait une activité incroyable et que tout se passe bien que votre ex va vous sauter dans les bras, et c'est pas au contraire parce que on fait pas un truc de ouf et que vous verbalisez que on va vous détester non plus. Ce qu'on aimerait réussir à se dire, c'est que finalement on est dans une situation lambda, c'est que on veut véritablement un focus qui soit sur le mouvement, sur une activité. On veut que vous vous focalisiez sur le plaisir que vous pouvez prendre. Il n'y a personne qui vous empêche d'être égoïste dans ce genre de moment. L'égoïsme ici, c'est la mise en relief de cet intérêt que vous avez à réaliser l'activité et que vous voulez partager avec cette personne-là. Ça nous fait même aller plus loin, ça nous fait dire que si la personne refusait votre invitation, on voudrait malgré tout aller gérer ce mouvement, ressortir de là avec un grand sourire et potentiellement communiquer derrière. Cet état d'esprit-là, bien évidemment qu'il évite peut-être pas le stress pré-rendez-vous, mais pendant le rendez-vous, quand on a autre chose à faire que discuter avec son ex, forcément la pression tombe. Et puis il y a autre chose qu'il faut mentionner, c'est que la personne qui accepte ce rendez-vous-là, elle aussi vient avec une boule dans le ventre, elle vient avec un système de défense, elle vient en s'attendant potentiellement à ce que vous déballiez des arguments qui lui fassent pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et en prenant le contre-pied de ça, en s'inscrivant dans le contraste, en s'inscrivant dans le dynamisme, alors oui, bien évidemment, ça veut dire qu'on va laisser de côté toutes les réflexions autour de la potentielle friendzone, autour de ce genre de choses où on se dit si je ne tente pas, il ou elle ne va pas comprendre, accepter le fait que je l'aime encore, il va penser que je m'en fous, etc., etc. Mais j'ai parfois des descriptifs de rendez-vous où ça s'est extrêmement bien passé, où on a fini par se faire un câlin, se tenir la main, et la réponse qu'on me donne, c'est tu vois, c'est la preuve qu'on est dans la friendzone. Mais non, pas du tout, c'est juste la preuve qu'on est en train de passer un excellent moment, un moment tellement agréable que justement on a laissé passer, on a laissé de côté tout
toutes les considérations sur qui vous êtes pour s'intéresser justement à l'énergie qui est présente et à la force du partage. Et pour ça, bien évidemment que le cadre du rendez-vous est excessivement important et qu'on veut être capable de se dire que vous traitez la personne que vous avez face à vous finalement comme un ami, comme un frère, une sœur, comme n'importe qui. Parce que quand on invite un pote à une soirée, à aller faire une activité ou ce genre de choses, on n'y met pas forcément l'effort. Mais pendant la dite activité, là non plus, on n'est pas tout le temps en train de s'enquérir de son état de forme, on n'est pas en train de se demander s'il nous apprécie, on est juste en train de profiter du moment. Et très clairement, la plus grande raison qui gâche ce rendez-vous, c'est ce stress de la performance. Nous n'avons pas à performer, nous voulons uniquement prendre du plaisir et finalement que ce plaisir soit partagé par la personne qu'on a face à nous parce qu'on a réussi à faire appel à son égoïsme, parce qu'il ou elle a passé un bon moment, eu égard au fait que ce soit avec vous qu'on l'ait partagé et que vous soyez un ou une ex et qu'avant il y a eu ou pas un conflit. Non, c'est la force du moment, c'est la spontanéité de l'échange qui est toujours le plus important et c'est véritablement là-dessus que je vous pousse à réfléchir. Et si vous voulez aller plus loin, vous savez qu'il y a une formation qui est sortie il y a des années de cela mais qui est toujours disponible, qui s'appelle le petit guide du rendez-vous avec son ex pour l'obtenir, le gérer et justement éviter tout ce qui est ce stress et éviter de se casser la figure pendant cette réalisation. Voilà pour la vidéo du jour. Comme d'habitude, vous savez comment ça fonctionne. Le like est excessivement apprécié. Vous pouvez aussi vous abonner et cliquer sur la petite cloche et rejoindre les VIP avec la petite carte qui s'affiche ou l'un des liens sous cette vidéo. Allez, je vous abandonne là et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!